Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bienvenue à La Voix d'Ambroise Paré. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, la radio des patients. C'est sur le canal 60 de votre téléviseur. Une radio faite par des bénévoles à votre écoute durant votre séjour à l'hôpital. Alors au micro, Gilda et Olivia. Nous allons être avec vous pendant 1 heure. Suivez-nous à l'école buissonnière. Et aujourd'hui, on va faire ensemble un petit tour de tourisme au travers du temps. Du tourisme sélectif au XVIIIe siècle jusqu'au tourisme de masse au XXe siècle. L'industrie du tourisme est née. Il nous fait passer d'un tourisme dit de masse dans les années 50 à une industrie qui doit aujourd'hui, en 1 seconde, un clic, proposer une offre aux 3 milliards de personnes qui la consulteront le jour même en ligne et peuvent, si l'offre leur convient, la réserver et la payer. Les masses des années 50 étaient quelques milliers, celles d'aujourd'hui représentent quelques milliards. Au fait, c'est quoi un touriste ? Eh bien, il y a une définition à peu près précise, enfin pas à peu près d'ailleurs, très précise, de l'Organisation mondiale du tourisme. Un touriste est une personne qui séjourne plus de 24 heures en un lieu autre que son environnement habituel, et pour quelque raison que ce soit. Les contours du tourisme sont l'hôtellerie, l'hébergement marchand, la restauration et les transports. Et puis si on va un peu plus loin, les métiers, commerce, artisanat, culture, et les loisirs et l'agriculture. Bon, mais venons-en aux origines du tourisme. Dans l'Empire romain, la curiosité, l'intérêt pour la culture, l'histoire poussent l'élite sociale et intellectuelle à parcourir les rives de la Méditerranée. C'est un noble loisir. On voyage en bateau, mais on parcourt aussi les 150 000 kilomètres de voies romaines si bien entretenues. De nombreuses auberges accueillent les voyageurs. Sur les sites, un moyen courant de marquer son admiration est de laisser des graffitis, comme par exemple « Je suis étonné ». On vend aussi des souvenirs à l'époque, souvent dans les temples très visités. L'homme du Moyen-Âge, un peu plus tard, donc, est surtout poussé à voyager par les nécessités du commerce et par les élans de la foi, avec les pèlerinages, ce qui n'exclut pas la curiosité et le goût de l'exotisme. Bon, c'est souvent enrobé de légendes. On a en tête le livre de Marco Polo, qui garde une part de mystère. Voilà, bon. Encore un peu plus tard, à la Renaissance, on retrouve l'esprit de l'Antiquité avec le voyage noble et savant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme fut d'abord anglais et réservé à une élite aristocratique. Au XVIIe siècle apparaît en Angleterre l'expression française « grand tour ». Les jeunes nobles anglais viennent sur le continent pour parfaire leur éducation. Ainsi, au XVIIIe siècle, le Grand Tour devient une institution, donnant naissance au mot tourisme. Les jeunes gens de la bonne société, afin de devenir de complets gentlemen, parcourent l'Europe pendant plusieurs années. Et ces pérégrinations les forment aux langues étrangères, leur donnent une large culture et par conséquent de futurs sujets de conversation pour briller en société. Alors, l'étape italienne et l'art classique étaient obligatoires. Et à leur retour, les jeunes hivernaient sur la côte d'Azur avant de passer les Alpes, créant par exemple, dans la région niçoise, une véritable colonie britannique et une nouvelle économie. Des résidences, des services, des routes. Vous avez tous en tête la bien nommée promenade des Anglais à Nice. Eh bien, ça vient de là. Ces jeunes voyageaient pour découvrir l'Europe, mais aussi pour faire du lobbying auprès des grands de ce monde qu'ils rencontraient. Tel était le double objectif du tourisme pour cette petite élite. Alors, c'est Stendhal qui francisera officiellement le terme « tourisme » en 1838 dans ses Mémoires d'un touriste, qui est un livre où il décrit son voyage de plusieurs mois en France. Eh bien, parlons voyage organisé. Les premiers voyages organisés sont anglais. Avec le chemin de fer, suivi d'autres moyens de transport, le tourisme engendre l'industrie touristique.
La première agence touristique, Thomas Cook, voit le jour en Angleterre en 1840. Thomas Cook crée des voyages organisés sur le territoire britannique. Son activité se développe grâce à l'Exposition universelle de Londres en 1851. Premier événement à susciter d'importants mouvements de population pacifique. En 1855, il organise un premier circuit touristique à travers l'Europe. Et en 1868, il lance les premiers coupons d'hôtel. Une première croisière sur le Nil est organisée l'année suivante. Enfin, en 1874, il crée le chèque voyage. À l'orée du XXe siècle, l'entreprise Thomas Cook & Son apparaît comme un leader mondial du tourisme. L'épitaphe de son fondateur, He made travel easier, résume bien la visée d'un modèle appelé à faire date, celui des agences de voyage et des tours opérateurs, qui permet d'assembler différents types de prestations et de confectionner un produit touristique commercialisable. L'existence d'intermédiaires est ainsi liée à l'économie touristique. Alors, les premières stations balnéaires, thermales et de montagne datent des années 1850. Il s'agit d'aménager les lieux de séjour prêts à accueillir des touristes en nombre croissant. Dans les années 1730, oui, ça remonte, le docteur Russell construit un établissement de bain à Brighton. Les médecins français reprennent l'idée un siècle plus tard en créant les stations balnéaires telles qu'Arcachon, Deauville, La Baule ou le Touquet, ex nihilo sur le littoral. On aménage également des stations thermales, tandis que le tourisme de montagne se développe à l'initiative de sociétés de commerçants et d'hôteliers en vue de valoriser leurs vallées. Alors, le premier office du tourisme. À chaque fois qu'on arrive dans une ville, on voit toujours cet office du tourisme où on va aller prendre des plaquettes pour voir ce qu'il y a à voir dans le coin. Eh bien, en France, il apparaît à Grenoble. C'est le premier syndicat d'initiative. On est en 1889 et ce modèle se diffusera rapidement dans l'ensemble du pays. Un vaste mouvement associatif et mutualiste, incarné notamment par le Touring Club de France, qui a été fondé en 1890, conforte cette dynamique d'aménagement d'espace et de loisirs. Donc la première structure à prendre la dénomination d'office de tourisme voit le jour en 1905 en Isère, à Saint-Pierre de Chartreuse plus exactement. Reconnus d'utilité publique en 1921, les offices de tourisme et les syndicats d'initiative seront officiellement consacrés bien plus tard par la loi du 10 juillet 1964. Alors, au niveau national, cette fois, la première administration du tourisme date de 1910, avec la création d'un office national du tourisme, dont les compétences sont élargies par une loi en septembre 1919 qui institue également un classement pour les communes touristiques. Alors l'État commence véritablement à prendre conscience de l'intérêt de développer l'activité touristique pendant la période d'entre-deux-guerres. Et là, plusieurs initiatives sont lancées. Création du crédit hôtelier, début de réglementation des professions liées à l'hôtellerie, institution d'un commissariat général au tourisme. Mais c'est avec les congés payés de... quand apparaissent les congés payés ? 1910 ? Non, 1936. 1936, en effet, qu'on commence à parler d'un tourisme de masse. Cependant, quand même, déjà, de nouvelles aspirations se développaient à la fin du XXe siècle. Amateurs, esthètes, curieux ou érudits renouent avec le passé, cherchant dans le voyage à compléter leur formation intellectuelle ou leur compréhension des autres cultures. On met en valeur le patrimoine et on crée par exemple en France des villes et des pays d'art et d'histoire. On n'y va plus simplement pour découvrir le pays ou se promener, on y va aussi pour creuser d'autres civilisations. Donc des conférenciers ayant acquis une solide formation historique et artistique aident à découvrir une ville, une région, un pays sous ses différents aspects, à s'immerger dans d'autres civilisations, finalement à faire revivre l'histoire. Et c'est dans la seconde moitié du XXe siècle
que la puissance publique s'affirmera vraiment en la matière, en engageant par ailleurs de grands plans d'aménagement au bénéfice de certains territoires, entre guillemets, touristiques. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio des patients que vous écoutez sur le canal 60 de votre téléviseur. Donc pour avoir des informations et connaître les programmes, connectez-vous sur le site en tapant Voix d'Ambroise Paré dans votre navigateur. Eh bien, on a parlé juste avant la pause, juste avant la musique, du tourisme, des origines du tourisme, du développement du tourisme, finalement, jusqu'à la Première Guerre, jusqu'à le milieu du XXe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, que se passe-t-il après ? Finalement, avec l'après-guerre, naît vraiment le premier tourisme de masse. Révolution des transports, développement de l'automobile familiale, première caravelle et congés payés ont, entre autres causes, permis le développement très rapide du tourisme pour tous et pas seulement d'une élite aristocratique et financière. C'est vraiment la modification. Dans un ouvrage paru en 1955, l'académicien André Siegfried consacre un chapitre entier au tourisme organisé, ce tourisme de série qui est devenu l'un des aspects les plus typiques de notre siècle, fils de la vitesse et de la démocratie, qui s'intègre étroitement dans l'évolution industrielle dont il a du reste exactement suivi les étapes. Et de poursuivre son exposé, le développement du tourisme suit fidèlement celui de la société dont il est en quelque sorte fonction. Il y avait d'abord eu un tourisme d'Ancien Régime, artisanal, aristocratique, personnel. Le nouveau tourisme est organisé, presque mécanisé, collectif et surtout démocratique. Le premier ne survit qu'à titre d'exception, comme un luxe, presque comme une curiosité. C'est le second qui est devenu la règle, associé à une conception, à une doctrine du loisir, dont on a fait une fonction sociale, organisée et réglementée. Il est du reste logique qu'à l'âge de la production et de la consommation de masse corresponde un tourisme de masse. Et en 1955, la France accueille moins de 20 millions de visiteurs internationaux. Alors moins, c'est déjà énorme finalement, mais c'est encore moins que les 82 millions d'aujourd'hui. La troisième semaine de congés payés ne sera accordée aux travailleurs que l'année suivante. La caravelle prend à peine son envol, tandis que la naissance de la classe touriste, en 1952, et du vol charter en 1954, donne le signal d'une lente démocratisation du voyage aérien, qui s'affirmera progressivement comme une porte d'entrée essentielle du tourisme international. Alors, les années 70, nouveau tournant, je dirais même une révolution, puisqu'on voit apparaître les premiers systèmes de réservation à distance. Alors aujourd'hui, on y est tous habitués. Mais enfin, à l'époque, c'était réservé aux professionnels. Donc, ils apparaissent, ces systèmes centralisés de réservation, dans les années 60 et 70, pour gérer en temps réel l'état des stocks dans le transport collectif. Donc, ces systèmes informatisés, à l'origine, n'étaient dédiés qu'aux compagnies aériennes. Donc nous parlons de la révolution dans les années 70 avec les systèmes de réservation à distance et informatisés, réservés au début aux compagnies aériennes exclusivement, mais ensuite ces systèmes vont s'étendre à l'ensemble du domaine du voyage. Agences de voyage, hôtels, sociétés de transport et plus simplement les avions. Donc ça va permettre aux professionnels du tourisme d'opérer ces réservations à distance. Ils sont en quelque sorte les premiers services de commerce électronique à grande échelle. Bon, mais je vous rappelle qu'à cette époque, donc dans les années 1970, le consommateur final que nous sommes n'a encore pas cet accès. Alors, les guides de voyage aussi sont apparus dès le 19e siècle. Les guides Baedeker en Allemagne, les guides Murray en Angleterre et les guides Johan en France, qui sont par la suite devenus les guides bleus. Donc ces acteurs, essentiels de la diffusion de l'information touristique, ont su s'adapter au comportement des touristes. Avec le développement de l'automobile, qui incite par exemple l'entreprise Michelin à devenir éditeur de cartes, les cartes Michelin, et les guides Michelin.
En particulier, vous connaissez tous le fameux, non plus guide bleu, mais le guide vert, qui a été lancé après la Première Guerre mondiale. Quelques dizaines d'années plus tard, on retrouve le même souci de coller au nouveau comportement avec le lancement, dans les années 70, du guide du routard ou du Lonely Planet, tant et si bien que le terme routard lui-même finit par désigner une catégorie générique de touristes. Alors, plusieurs caractéristiques propres au secteur touristique apparaissent. Alors, le tourisme, souvent perçu à tort comme un secteur peu innovant, en fait, il s'est toujours nourri de techniques extérieures pour parfaire notamment sa logistique, s'adapter aux comportements nouveaux des touristes et faire face à l'extension du phénomène avec de plus en plus de voyageurs. Il y a aussi les intermédiaires qui ont joué un rôle clé dans l'affirmation de l'économie touristique. En effet, les intermédiaires étaient très importants, ils le sont toujours d'ailleurs, pour assembler les différentes prestations de services constitutives de l'offre. Vous devez réserver un hôtel, mais aussi un transport, enfin toute cette logistique doit s'organiser. Il y a aussi l'aménagement et la promotion des destinations touristiques, qui procèdent d'ailleurs historiquement plus à des initiatives locales et des dynamiques de territoire. On associe des partenaires publics, mais aussi privés. Les organismes locaux de tourisme continuent de mailler notre territoire pour l'accueil des touristes. Et ils sont vraiment les héritiers directs de ce mouvement. Il faut que la région, il faut que le pays ait envie d'accueillir et s'organise pour recevoir des touristes. Et puis, il y a d'autres acteurs comme les infomédiaires privés, c'est-à-dire tels que les guides, qui jouent un rôle important, puisque ce sont ceux qui vont créer et donner des informations sur les destinations et les circuits touristiques. Enfin, il n'existe pas une, mais véritablement plusieurs formes de tourisme qui cohabitent entre elles, au-delà des tendances propres. À chaque époque, il y a ceux qui préfèrent voyager en groupe, les individuels, ça va dépendre des moyens, etc. Alors, parlons maintenant de l'e-tourisme. Alors, la période actuelle pour la France s'inscrit dans la concentration et la financiarisation des gros acteurs de l'e-tourisme. C'est-à-dire le tourisme à distance. La valeur se concentre aujourd'hui sur les acteurs capables d'accompagner le client de bout en bout. C'est-à-dire du choix de la destination jusqu'à l'évaluation en passant par la transaction. C'est l'explication des liens qui se nouent entre centrales de réservation, portail et moteur de recherche. Après l'automobile, l'avion ou le train, c'est la victoire du trafic numérique. Naviguez sur le web et nous collectons toutes vos données. Ce que vous aimez, vos comportements ou l'état de votre santé, et bien évidemment tout ce qui vous plaît pour voyager. La concentration du secteur ne s'explique pas tant par le poids des investissements technologiques nécessités par l'activité que par le lien direct entre le trafic généré sur ces sites et leur valorisation. Disposer pour une centrale de réservation d'une offre large et diversifiée assure une vaste audience et inversement. La vaste audience incite les producteurs à commercialiser leurs prestations par ce canal. De même, un site d'avis en ligne n'a de sens que si les avis y sont suffisamment nombreux. Dans ce domaine, c'est encore une entreprise américaine, TripAdvisor, fondée en 2000, qui occupe aujourd'hui la première place mondiale avec 2,5 milliards de visiteurs uniques en 2014, qui viennent se faire une idée de leur future destination grâce à 200 millions d'avis et d'opinions en ligne d'autres voyageurs. Petite pause musicale ou on continue ? On continue. Allez, on continue. Avec le tourisme, une aventure sociale. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Alors, le tourisme, on l'a vu, est né à la fin du XVIIe siècle et il est passé d'une pratique réservée à l'élite à une migration, on va dire, saisonnière, amplement partagée. Alors, cette massification, entre guillemets, n'a pas pour autant supprimé les inégalités d'accès. À la fin du XVIIe siècle, c'est Blaise Pascal qui écrivait dans ses Pensées que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir
pas demeurer en repos dans une chambre. Alors au même moment, les jeunes aristocrates britanniques s'inquiétaient plutôt d'obtenir une chambre avec vue à chacune des étapes du Grand Tour dont on parlait tout à l'heure et qui les conduisait déjà jusqu'au sud de l'Italie. Cette étape, obligée de la transformation des jeunes Anglais de bonne naissance, marque le point de départ du tourisme. D'un loisir autrefois exclusif, celui-ci est devenu, pendant la seconde moitié du XXe siècle, donc une migration saisonnière, on le répète, amplement partagée, sans pour autant avoir effacé toutes les barrières sociales. Alors, à cette époque, l'Italie était recherchée pour son climat, ses opéras à Reggio, Bologne ou Milan, ses carnavals de Naples et de Venise, sans oublier les cérémonies religieuses, les peintures et les antiquités de Rome. Les visites de monuments sont vite ennuyeuses, mais il faut pouvoir dire qu'on a vu beaucoup de choses en très peu de temps. Ça, c'est toujours, bien sûr, vrai. Il me semble, oui, c'est ça. Et rapporter les observations attendues. N'ayant besoin ni de gagner leur vie, ni de mettre en pratique leur connaissance des pays visités, le souci des jeunes nobles britanniques est plutôt de savoir comment passer le temps. Ils sont jeunes, en bonne santé, riches et loin de la contrainte familiale. Le jeu, l'alcool et les opportunités d'aventure amoureuse sont un élément fort de leur voyage, régulièrement dénoncé par les moralistes de l'époque. Alors que le Grand Tour n'en marquait que les prémices, la révolution du temps et des transports ferroviaires au XIXe siècle font de l'activité économique liée au tourisme. Les sociétés locales ne restent pas passives face à ces étrangers qui, de plus en plus nombreux, se déplacent pour leur plaisir. Dès l'orée du XIXe siècle, précédant parfois la venue des touristes, notables, municipalités et sociétés savantes publicisent les attraits de leur région. La Normandie occupe une situation particulière. Proche de Paris et de ses cercles mondains, à ce moment-là, il fallait moins de 12 heures de transport entre Paris et Rouen en 1820. Ce qui nous paraît énorme aujourd'hui. Ces érudits sont aussi en relation avec l'Angleterre où domine alors l'intérêt romantique pour le Moyen-Âge et les antiquités celtiques. Les notables normands vont donc relayer, étayer et diffuser un modèle de représentation du Moyen-Âge qui inspire les architectes. On pense à Viollet-le-Duc, par exemple, les romanciers, Victor Hugo, Alexandre Dumas, les historiens, Jules Michelet, ou les peintres. Dès 1820, c'est aussi la découverte du littoral, l'essor des bains de mer en Normandie. La ligne de chemin de fer Paris-Dieppe est inaugurée en 1848. Elle transporte les bourgeois de Paris en plus grand nombre, provoque la spéculation immobilière, la construction de Deauville. Elle modifie également les vues de la province puisque la plage devient un point de vue dominant. Alors que la villégiature s'organise, que les stations de mer et de montagne se multiplient partout en Europe, le tourisme se développe à l'initiative de clubs cyclistes et automobiles européens. Les entreprises ferroviaires, puis les industries automobiles créent des guides pour promouvoir leur activité en suscitant le désir de voyager. Fort de 137 000 membres en 1913, le Touring Club de France éduque la population aux techniques des cycles, fait pression sur les autorités pour améliorer les chaussées, flécher les routes et adopter des réglementations en matière de vitesse. Préserver les monuments et les sites. Il incite également les hôteliers et le secteur artisanal à s'adapter aux normes sanitaires et aux produits consommés par la bourgeoisie urbaine. Avec plus ou moins de succès, les érudits provinciaux, je vais y arriver, petits rentiers, notables, curés ou instituteurs écrivent des guides de voyage, s'investissent dans les comités locaux des touring clubs et dans les sociétés locales de protection de la nature, font des conférences et servent de guides aux visiteurs, créent des musées de folklore ou des syndicats d'initiative. On réinvente des fêtes traditionnelles, on classe les monuments, on transforme l'art populaire, rebaptisé artisanat, à la fin du 19e siècle pour l'adapter à la demande des visiteurs. Ustensiles décorés, poupées folkloriques, tissus ou objets votifs, spécialités culinaires. De la carte postale au petit globe enneigé, ça existe toujours, artisanat local ou produits industriels, les souvenirs se généralisent.
À la fin du 19e siècle, les lois sur l'école, la réduction du temps de travail des enfants, puis des femmes et des hommes permettent progressivement aux classes moyennes et populaires de connaître le temps libre. Inquiets des risques politiques ou sanitaires, par exemple l'alcool, que cette oisiveté ferait courir à l'ordre public, les organisations laïques, catholiques et communistes vont jusqu'à la Seconde Guerre mondiale renforcer l'encadrement éducatif et social des classes populaires. Alors qu'à la fin des années 30, un jeune sur 7 appartient à un mouvement de jeunesse, les vacances sont un moyen de l'éduquer et de le socialiser, que ce soit pour en faire un chrétien, un citoyen ou un ouvrier. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio des patients que vous écoutez sur le canal 60 de votre téléviseur. Alors, n'oubliez pas, pour avoir des informations sur les programmes, connectez-vous au site internet en tapant simplement La Voix d'Ambroise Paré dans le navigateur et vous aurez pas mal de détails. Alors, nous sommes à l'école buissonnière depuis 19h. On vous parle de la naissance du tourisme, les premiers tourismes de masse, du développement du tourisme à l'entre-deux-guerres avec 1936, les congés payés, les voilà, et puis l'inquiétude de certaines organisations laïques, catholiques, sur ce que va générer cette oisiveté nouvelle, et du coup ce nécessaire besoin de l'encadrer. Alors, la politique des loisirs du Front populaire s'inscrit dans ce contexte. Les mouvements laïques et ouvriers d'encadrement des loisirs doivent rattraper les catholiques. Alors pourtant, une fois la loi sur les congés payés en 1936, les ouvriers n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et ce sont plutôt pour eux des excursions journalières de courte distance qui se multiplient. Après la Seconde Guerre mondiale, la 3e semaine de congés payés en 1956, puis la 4e en 1969, la hausse du pouvoir d'achat et l'extension du salariat permettent cependant d'augmenter le nombre de vacanciers. Alors après la phase des pionniers, puis celle des précurseurs, des organisateurs, vient le temps de l'industrialisation du tourisme, la massification de l'accès aux vacances et de l'édification de la mobilité de loisirs comme norme sociale. Il faut partir en vacances. Entre 1951 et 1989, le taux de départ en vacances des Français passe de 31%, à peu près 10 millions de Français, dans les années 50, à plus de 60%, 33 millions. Et ce, à la fin des années 80. Ce sont plusieurs facteurs cumulés. La prospérité économique, la réduction du temps de travail déjà, l'accès à la voiture individuelle, l'apprentissage de la mobilité qui entraîne cette augmentation collective, mais aussi individuelle des consommations touristiques. La part des dépenses de loisirs dans le budget familial devient de plus en plus forte. Et à partir de la fin des années 60, se généralisent à l'échelle de l'Europe les grandes migrations estivales des pays du Nord vers les nouvelles stations balnéaires, notamment espagnoles. Alors que ce soit par un développement incontrôlé sur la Côte d'Azur ou par la planification d'État dans le Languedoc, l'économie française tente de capter ce flux de consommateurs qui migrent vers le sud. Et dans le même temps, la route des vacances, embouteillée par les automobiles, bondée des Haussiens ou des Juilletistes, est chaque année un peu plus moquée. Désiré comme consommateur, le touriste, plutôt supposé idiot, moutonnier, envahisseur, est un anti-héros pour les médias. La bande dessinée, les romans, tout le monde s'en moque. Et même les catégories, et surtout d'ailleurs les catégories cultivées. À toi ? Eh bien voilà, les voyages n'effacent pas les inégalités. Malgré la visibilité toujours plus grande des touristes et sa dénonciation toujours répétée, le taux de départ en vacances des Français reste pourtant stable depuis les années 90. On a parlé effectivement que c'était arrivé à 60-65%. Depuis 90, ça n'a pas bougé. Selon les données de l'INSEE, le modèle majoritaire de vacances demeure le séjour. 91% des départs. Il s'effectue 4 fois ou 5 en France,
souvent à la mer dans 40% des cas, chez des parents ou des amis dans des hébergements non marchands dans 55% des cas. Il est surtout l'occasion de se retrouver en famille ou de voir des parents, des amis, 54% des motifs déclarés. Les locations saisonnières, 15%, les hôtels et les pensions, 13%, arrivent loin derrière. C'est très faible, hein, en fait, de payer pour ces vacances. Les cadres supérieurs, les professions libérales et les cadres moyens partent plus souvent dans des hébergements marchands, vers des destinations plus lointaines et pour des séjours plus longs que les autres. Ils ont plus de résidences secondaires, partent plus à l'hôtel et cumulent plus que tous les autres les différentes formules de vacances. On le voit, la massification des séjours et la généralisation de l'accès aux vacances n'impliquent pas une démocratisation du voyage. Alors, qu'est-ce qu'on recherche dans tous ces voyages ? C'est la quête aujourd'hui de l'authentique. Alors, longtemps pratiqué uniquement par une élite cultivée, les grands sites du patrimoine mondial, Florence, le Taj Mahal ou encore pour n'en citer que quelques-uns, donc sont devenus impraticables pour les touristes qui veulent sortir des circuits balisés. L'idée, c'est de trouver des destinations authentiques. Et là, il y a un monde de fous. Donc ces gens-là qui veulent sortir des sentiers battus se tournent alors vers une définition plus anthropologique, on va dire, de la culture. Ils recherchent les Dogons, c'est un peuple du Mali, les Maasai, les guerriers Maasai d'Afrique, les Guarani, qui sont les Amérindiens, qu'on trouve dans les régions amazoniennes, au sud de l'Amérique. Donc ces lieux un peu plus, non pas secrets, mais anthropologiques, on va dire, sont des nouveaux hauts lieux culturels. La nature authentique fait partie de cette culture-là, à travers le tourisme d'aventure ou l'écotourisme. Pour d'autres, c'est la rencontre qui se doit d'être vraie, c'est-à-dire dénuée de motivation commerciale de la part des populations rencontrées. Ainsi, au Burkina Faso, au Nicaragua ou même au Laos, le tourisme solidaire séduit ceux qui veulent donner un sens à leur voyage, en redistribuant par exemple une partie de son coût à des projets de développement local. La quête d'une expérience authentique d'un autre genre, celle de l'apprentissage avec les maîtres traditionnels, incite de nombreux Japonais, par exemple, à venir à Buenos Aires parfaire leur tango, ou emmène en Guinée des musiciens de djembé amateurs. Mais pourtant, il ne faut pas se méprendre, le renouveau du tango en Argentine ou celui de la musique traditionnelle en Guinée sont récents et justement liés au développement du tourisme. Ça recrée des pratiques ancestrales qui peut-être disparaissaient. Il y a aussi des touristes qui tentent de se prouver l'authenticité de leurs racines. Ainsi, ces Américains d'origine irlandaise, de retour au pays après quelques générations, s'identifient aux natifs en portant un blason à leur nom. Mais, ironie, c'est justement le port de ce dernier qui permet aux Irlandais de repérer qu'ils sont des touristes. Voilà, donc on tourne un peu. Ce sont en fait ceux qui se cherchent au Pérou, au Nigeria, au Gabon, au Népal, à travers des initiations rituelles reconfigurées pour eux. J'ai dit, ce sont enfin ceux qui se cherchent. Eh bien, parlons maintenant du Club Méditerranée, le Club Med, autrement dit. On va parler un peu de son origine. En 1935, les Ours Blancs, en fait, c'est l'équipe de water-polo qui est composée de Russes blancs, emmenée par un certain Dimitri Filipov, qui organise un camp de vacances en Corse. En fait, c'est une première expérience qui inspire leurs amis nageurs et joueurs de water-polo. Donc, il y a 4 personnes en particulier. Et ceux-ci sont membres de l'équipe du Racing Club de France durant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ils créent avec leurs proches des clubs de vacances. Ainsi, en 1949, le Club Olympique, puis en 1950, les Villages Magiques et le Club Méditerranée. Il s'agit d'associer des activités sportives et ludiques avec le transport, l'hébergement et la restauration dans une formule tout inclus. Avec ces clubs, les promoteurs proposent en fait leur mode de vie. Ils rencontrent les attentes de catégories sociales montantes, diplômés et cultivés, et participent à renouveler les formules de loisirs. Durant les années 50, gentils membres,
GM, et Gentille Organisation, GO, s'impliquent pleinement dans l'organisation de la vie du village. Ils coproduisent les activités. En 1955, l'association fusionne avec les Villages Magiques, soutenus par le magazine Elle. Dès 1957, fort de 22 000 gentils membres, les clients, le Club Méditerranée adopte le statut de société anonyme à capital variable. Les 2 décennies suivantes marquent le passage d'une association d'amateurs, avant tout désireux de profiter de leur mode de vie, à une multinationale. Dans des villages plus nombreux, plus vastes et plus peuplés, l'écart entre GO et GM se creuse, les premiers devenant progressivement les serviteurs des seconds. Entreprise cotée en bourse, dès 1966, avec déjà 110 900 clients, la réussite économique du club produit des images bien au-delà de sa seule clientèle. L'hédonisme, l'abondance ou encore le souci de soi font écho à certaines aspirations post-68 ardes, mais ces valeurs sont bientôt dénoncées, considérées comme inauthentiques, corrompues par la marchandisation, devenues de simples produits de consommation. Le séjour en club est dans le même temps de plus en plus associé aux classes supérieures. La stratégie de montée en gamme, mise en place depuis maintenant une bonne dizaine d'années, vise à réduire le nombre de villages et à améliorer la qualité des prestations en se recentrant sur une clientèle fortunée, bref, à réenchanter le tourisme par le luxe. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes toujours sur La Voix d'Ambroise Paré, sur le canal 60 de votre téléviseur. Eh bien, nous parlons de tourisme, un petit tour de tourisme que nous avons commencé à 19h et jusqu'à 20h. Nous avons parlé de beaucoup de choses, du tourisme, des origines du tourisme, le tourisme comme développement social, industriel. Et maintenant, nous allons parler de la montagne. La montagne, les territoires alpins sont passés au cours des 3 derniers siècles du stade de territoire ignoré et redouté à ceux de territoires très recherchés, d'autant plus en cette période de sport d'hiver, aménagés par d'autres et pour d'autres que les habitants traditionnels. Alors durant cette même période, on assiste à une alternance, voire un renversement des saisons majeures. Au départ, la montagne, elle était uniquement digne d'intérêt l'été. Puis, à partir des années 50, on y allait l'hiver. Et maintenant, on lui trouve de l'intérêt été comme hiver. Alors, en 1787, un an après que la crête du sommet du Mont Blanc, simplement la crête, ait été atteinte pour la première fois par 2 chamoniards, Dr Paccard et Jacques Balmat, un Genevois gravit le Mont Blanc sous bonne escorte. Et cet événement est considéré comme le début de l'alpinisme, mais aussi le début du tourisme dans les Alpes. Et en effet, cette ascension très médiatisée a instauré l'image forte du monde de l'alpinisme jusqu'aux années 1980. Mais il ne faut pas croire, tout ne s'est pas fait en un jour. La conquête des sommets s'inscrit dans la durée. Le développement initial démarre même au XVIe siècle avec une série de premières dans les Alpes suisses. Sans oublier, en 1492, l'autre ascension fondatrice, celle du mont Aiguille en Isère. La haute montagne a connu ensuite un long effacement. Alors c'était pourquoi il y avait la crainte et l'effroi inhérents à ces monts maudits, avant que progressivement, avec l'esprit des Lumières et le progrès, finalement, ces sommets redeviennent à nouveau dignes d'être bravés et explorés. Alors, les premiers étrangers connus que la curiosité des glaciers est attirée à Chamonix regardaient sans doute cette vallée comme un repère de brigands, car ils y allèrent armés jusqu'aux dents, accompagnés d'un nombre de domestiques qui étaient aussi armés. Ils n'osèrent entrer dans aucune maison, ils campèrent sous des tentes qu'ils avaient portées, et ils tinrent des feux allumés et des sentinelles en garde pendant toute la nuit. Les vieillards de Chamonix s'en souviennent, et ils rient encore des craintes de ces voyageurs et de leurs précautions inutiles. Élément intéressant que cette permanence des relations compliquées entre touristes et habitants.
Alors, excursionnisme, thermalisme, alpinisme, ce sont les 3 piliers du tourisme au XIXe siècle. Mer et littoraux, comme montagnes et sommets d'altitude, deviennent des lieux à parcourir et leurs attraits, et le signe de la mutation des loisirs, dans un contexte qui affirme la dynamique d'une nation en avance techniquement et économiquement. Les enjeux sont très mêlés. Aussi, le développement du tourisme est très largement associé à l'industrialisation et l'urbanisation des sociétés européennes. Alors, durant cette période, un mouvement parallèle nommé exode rural, c'est très important, contribue à la dépopulation progressive de ces mêmes territoires, parachevés dans les années 1960 par l'abandon de l'agriculture sur certaines terres au profit du tourisme. Donc d'un côté, ça se dépeuple, et de l'autre côté, les touristes arrivent. Dans ces nouvelles tendances, le thermalisme profite aux Alpes bien pourvues en eau, aux vertus thérapeutiques, mais surtout à un mode de vie qui convient à ces élites internationales en quête de distinction sociale et de mondanité. Dans cette veine d'un tourisme de santé, le bon air des Alpes devient un slogan très efficace qui complète l'utilisation de quelques sites pour la lutte contre la tuberculose, par exemple. La grande nouveauté tient dans la pratique de la marche pour les excursionnistes, que l'on nommera plus tard les randonneurs, et surtout l'alpinisme qui joint conquête de la nature et exploit sportif. Le développement des transports, trains puis automobiles, nécessitant le plus souvent des exploits techniques pour leur réalisation, mais aussi l'émergence de compagnies touristiques du type le Paris-Lyon Méditerranée, j'allais dire Marseille. Et ces développements autorisent l'accès à ces vallées, jusque-là méconnues du public. Alors, c'est à partir des années 1950 que l'on peut véritablement évoquer le tourisme de masse, hivernal comme estival, avec l'explosion du nombre de ces migrants saisonniers venant utiliser des territoires temporairement à des fins de découverte et de loisirs. Une série de lois et de mesures traduit cette démocratisation, ainsi que les mutations qui donnent au tourisme ses formes actuelles. Alors en 1956, il y a la loi sur les 3 semaines de congés payés. La plus importante presque. Oui. En 1957, première loi sur les réserves naturelles, conservation donc des zones touristiques. 1958, création de villages vacances-familles. 1959, comité interministériel de tourisme. 1960, loi sur les parcs nationaux. 1962, création du commissariat au tourisme. 1933, décret créant les parcs naturels régionaux. En fait, ces années sont décisives pour l'affirmation définitive du tourisme dans les Alpes, transformant de manière essentielle les paysages comme les modes de vie. Les aménagements lourds sont tant immobiliers que du point de vue des équipements. Alors attendez, les aménagements lourds tant immobiliers que du point de vue des équipements donnent aux territoires situés entre 1000 et 3000 mètres d'altitude l'allure d'une montagne urbanisée avec des strates architecturales qui disent cette histoire et cette chronologie des équipements touristiques, y compris avec ce qui pourrait devenir des friches touristiques comme les anciens équipements devenus obsolètes au regard des normes actuelles. Malgré la crise présente depuis les années 70, le tourisme ne cesse d'être au cœur des activités de la montagne. Dans une logique de concurrence croissante entre les régions touristiques, y compris de montagne, les territoires alpins français ont élargi la palette des activités proposées, sortant du tout-ski des années 1970. Alors en effet, à la montagne, on trouve maintenant aujourd'hui, et ça ne date pas d'aujourd'hui, des complexes aquatiques pour attirer et garder les touristes qui peuvent ainsi combiner les deux. Si votre femme ou votre mari ne skie pas, il pourra toujours aller piquer une tête à la piscine. Vous connaissez peut-être le centre Aquariaz, qui est à 1800 mètres d'altitude à Avoriaz. C'est typiquement une illustration. Alors, si la clientèle s'est diversifiée socialement avec des modèles de pratiques touristiques et sportives analogues, le tourisme reste, surtout depuis les années
90, un secteur où la séparation entre les catégories sociales est réelle si elle ne semble pas toujours apparente. Les centres sociaux de loisirs connaissent des difficultés très fortes qui vont de pair avec le renchérissement des séjours de sport d'hiver et la réglementation draconienne en termes de responsabilité vis-à-vis de la sécurité. Ils sont dorénavant transformés et vendus en logement. La ségrégation se marque par le prix de l'immobilier, des activités, la nature et le cadre même où s'effectuent ces activités. Ainsi, le ski est-il redevenu le sport de luxe qu'il était dans les années 1920-1930. Les stations qui veulent se réserver la clientèle internationale économiquement élitaire accentuent le prix de leurs prestations et organisent leur immobilier et leur commerce pour sélectionner cette clientèle. À l'inverse, la randonnée reste une activité ouverte à une clientèle très large socialement, participant des mêmes plaisirs de la découverte des lacs ou des sommets accessibles sans un équipement coûteux. Et nouvelle tendance du tourisme alpin, on l'a vu, il y a des complexes, notamment des piscines par exemple, mais les activités se diversifient terriblement. On veut du ski extrême, on veut prendre des téléphériques, on veut des festivals de musique plutôt que des petites balades, des raquettes ou faire du parapente. Et tout cela, les stations l'ont bien compris, il faut répondre à cette demande pour fidéliser les clients. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré. Ainsi s'achève notre émission L'école buissonnière. Nous sommes promenés ce soir pendant 1 heure au rythme de l'évolution du tourisme partout dans le monde et principalement en France, du Club Med à la montagne. Et tiens d'ailleurs, Gilda, petit QCM, as-tu été attentif à ce que nous sommes dit? Alors tiens, quels ont été les premiers à voyager? Les nobles britanniques, pour faire un petit tour en Europe. Quelles traces ont-ils laissé à Nice, par exemple? La promenade des Anglais. Très bien. Quel est l'un des plus gros facteurs de développement, on va dire, du tourisme en France dans l'entre-deux-guerres? Je t'aide vraiment beaucoup. Dans l'entre-deux-guerres, on va dire que c'est les congés payés. Quelle année? 1936. C'est parfait. Je suis trop bon. Hein, bon. Allez. On va en rester là. Merci d'être... Merci de nous avoir suivis. On espère vous avoir fait vous échapper l'espace de cette petite heure. On vous souhaite un très bon rétablissement. Et n'oubliez pas, la soirée, elle continue sur La Voix d'Ambroise Paré. Toujours de la musique, du divertissement. C'est tous les jours 24-24. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.